Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de l'auteur Rania Berada, originaire de la ville de Rabat, qui vient de publier aux éditions Belfond un roman qui s'intitule Najet ou la survie, destin d'une femme originaire, elle, d'Oujda, aux grandes ambitions, mais que la malchance va accabler. Bonjour Rania. Bonjour. Bonjour merci. Franck. Parce que Franck, c'est notre maître d'œuvre de nos podcasts. Merci d'avoir accepté ce podcast avec la librairie Les Insolites. Moi, j'ai lu ce roman, bien sûr, je l'ai beaucoup aimé. Je suis restée longtemps habitée par le personnage de Najet. Najet en arabe qui veut dire la survie. Donc, elle porte un prénom qui la prédestine à traverser de grandes épreuves. Peux-tu, pour commencer, nous raconter la genèse de ce roman, s'il te plaît, et qui est Najet ? Alors, la jeunesse de ce roman, c'est très simple, en fait, c'est inspiré de faits réels. Donc, cette histoire-là de cette femme, j'ai grandi avec. Et j'ai toujours eu à cœur de la restituer. Et il se trouve qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire. Et la jeunesse de Najet, c'est tout simplement la jeunesse de la rencontre entre cette histoire que j'avais envie de raconter et l'écriture. Et donc, je l'ai raconté en roman, puisque même si c'est inspiré de faits réels, comme je disais, ça reste un roman et je tiens à ce mot. Et Najat, qui est-elle ? C'est quand le livre s'ouvre, on est à la fin des années 90, c'est une jeune femme originaire de Oujda, qui a pour ambition dans la vie de faire de la recherche dans le domaine qu'elle s'est choisi, à savoir la biologie, et qui donc va vouloir partir de Oujda pour mener à bien cette ambition-là, mais qui au cours de sa vie va rencontrer plusieurs difficultés qui vont faire que, in fine, elle ne va pas réussir à atteindre son objectif, elle va être bien même en dessous de cet objectif qu'elle s'était fixé au départ. Oui, elle est très très loin de cet objectif. Pourtant, dès le départ, on la sent extrêmement déterminée, très ambitieuse. Elle veut quitter le Maroc, j'ai envie de dire à tout prix. Elle commence finalement, alors elle a comme parcours d'étudier, elle est plutôt brillante dans ses études. Pour elle, c'est sa première fenêtre de sortie, mais assez rapidement, elle comprend qu'au vu de ses origines sociales, il vaudrait mieux qu'elle rencontre quelqu'un, en l'occurrence un homme, qui puisse l'aider à sortir du Maroc, se marier avec lui, avoir des papiers. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est seulement victime de la malchance, ou de la guigne, Najat ? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui serait contextuelle à la situation du Maroc à cette époque-là ? À son éducation, il y a un peu tout ça dans ton texte, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prévaut sur les autres données ? Alors, effectivement, en fait, de son point de vue à elle, c'est la guine, c'est la déveine, comme tu dis. Donc c'est sa lecture des choses, puisque à chaque fois qu'elle est face à l'impossibilité elle rattache toujours ça à la fameuse étoile malveillante. Et puis il y a toute une série aussi d'éléments qu'on peut associer à cette trajectoire de vie qui sont, comme tu disais, son milieu social d'origine, puisqu'en fait, elle est confrontée au fameux plafond de verre, qui fait que même si elle a fait des études brillantes, qu'elle est titulaire d'un master, elle va pas pouvoir trouver un travail qui correspond aux études qu'elle a menées. Et donc, très vite, elle comprend que si elle veut travailler, en tout cas si elle veut faire de la recherche, si elle veut faire des études un peu poussées, il faut qu'elle parte à l'étranger. Parce qu'à Oujda, en plus, à la fin des années 90, même si c'est moins le cas aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de femmes ont deux possibilités, j'allais dire, de vie. C'est devenir institutrice, fonctionnaire, employée, ou maîtresse de maison, ou femme au foyer. Et elle ne veut ni cette première ni cette seconde option, et c'est pour ça qu'elle veut à tout prix partir de cette ville. Alors, il y a quelque chose quand on lit ce livre qui est de l'ordre de l'inéluctable. Donc la première partie de ce livre est intitulée Hogra, donc le mépris. La deuxième partie qui répond en une sorte de résonance syllabique qui est Horba, j'espère bien le prononcer, qui est l'exil. Dans ces deux parties, on accompagne Najat dans son souhait de mettre à bien ses projets. La première partie, on accompagne aussi Najat dans l'histoire récente du Maroc, avec les grands moments de l'histoire sociale du Maroc. Elle va se rapprocher de certains groupuscules étudiants. Elle va vraiment s'interroger. Elle est très lucide, Najat. Elle n'est pas seulement
obsédée par son désir de partir, mais elle étaye son désir de partir par son regard très dessillé sur la situation marocaine. Donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant de l'accompagner. Et en même temps, la fois où elle parvient enfin à quitter le territoire, c'est-à-dire à arriver sur le lieu de ses fantasmes, hein, c'est-à-dire en France, donc la deuxième partie est en Khorba, elle va être confrontée à d'autres épreuves tout aussi dramatiques qui font qu'on reste un peu en suspens avec elle, hein, elle nous tient par la main, mais en fait on va l'accompagner dans tous ses déboires. C'était important pour toi de montrer que d'un côté comme de l'autre, il y a finalement assez peu d'issues de secours. Mais c'est l'histoire d'une désillusion et c'est aussi l'histoire de la fatalité, quoi. Et pourquoi c'est l'histoire de la désillusion? Parce que d'abord au Maroc, donc cette première partie où, disons qu'au début elle va se dire la seule chance que j'ai de m'en tirer c'est de me trouver un homme, et puis ça va pas marcher. Donc elle va se dire bon je vais essayer de trouver un travail qui correspond aux études que j'ai menées. Donc elle va monter à Rabat, elle va toquer aux portes des entreprises, elle fait un peu le tour de tous les endroits où on pourrait potentiellement travailler, et puis on va trouver porte close à chaque fois, puis elle va se rapprocher de la fédération des diplômés chômeurs. Et donc c'est là où intervient tout ce contexte social-politique dont tu parlais, parce qu'on est en 2011, au moment du printemps arabe et de la... je ne peux pas dire révolution, en tout cas de la révolte qu'il y a eu au Maroc dans le sillage de ces mouvements-là. Et donc là aussi elle va être désillusionnée parce qu'elle va sentir cet espoir naître à ce moment-là, mais donc il y a un certain nombre de péripéties, notamment l'arrivée au pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, qui vont faire que là on avait promis à ces diplômés de leur trouver un emploi, etc. Il y avait eu un PV qui avait été signé, donc ça c'est pas de la fiction, hein, je relate vraiment les faits comme ils se sont déroulés. Au moment où le PJD arrive au pouvoir, il fait complètement fi en fait de ce combat que ces diplômés ont mené de haute lutte, et puis en fait tout ça va être mis sous le tapis. Donc ça c'est la désillusion une des premières qu'elle vit au Maroc. Et puis la deuxième, c'est quand elle arrive en France, et là elle est d'ordre administratif, puisque c'est vraiment... Mon éditrice dit que c'est un thriller administratif, et c'est vrai dans la deuxième partie, parce que l'administration est vraiment un personnage à part entière, c'est-à-dire qu'elle est engagée dans un bras de fer avec cette administration et tout ce que cela implique en termes de lourdeur, de rigidité des procédures, et même ce côté qui peut être très nébuleux pour des gens qui sont confrontés à ça pour la première fois et qui ne connaissent pas les rouages de la préfecture, des administrations, etc. Donc là, c'est vrai que c'est la deuxième désillusion, c'est quand elle arrive en France et qu'elle comprend qu'il y a cette espèce de mastodonte en face, qui est cette administration, qu'il y a quelque chose de presque indépassable dans ce rapport de force-là, quoi. Oui, elle est face à des fonctionnaires qu'on peut identifier finalement, mais c'est vrai qu'eux-mêmes, ils font partie d'une grosse machine. On a souvent du mal à voir leur nom. Enfin, en France, les gens savent très bien s'invisibiliser dans leurs fonctions et la renvoient toujours. Alors, soit c'est à la procureure, à la préfecture, enfin voilà, elle passe son temps à tenter de se rapprocher de ces papiers, parce que les papiers pourraient être le sésame pour elle d'une remise sur le marché du travail. Enfin voilà, elle pourrait revenir sur le marché du travail. Tu la confrontes aussi au problème de langue, tu la confrontes au fait qu'elle est finalement très très diplômée, mais quand elle arrive en France, elle est beaucoup plus déconnectée que d'autres femmes qu'elle connaît, donc notamment sa belle-sœur et sa sœur, qui sont moins diplômées qu'elle, mais qui bénéficient d'une insertion plus facile. En fait, elles se sont beaucoup mieux adaptées. Et elle continue toujours, parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait ressembler à une héroïne grecque, en fait. Elle est condamnée par son destin, et pour autant, elle se dit toujours, si j'étais venue plus tôt. Elle a toujours ce si-je quelque chose. Elle n'accuse pas forcément le reste de la société. C'est vraiment... parce que souvent, les gens qui n'ont pas de chance s'en prennent à la société. Elle ne s'en prend pas à la société. Elle dit, si j'avais eu la chance de venir plus tôt, si j'avais eu la chance de faire comme ci, de faire comme ça, j'aurais pu transcender ma situation. Le fil du livre nous fait comprendre que ce n'est pas vraiment le cas. Elle s'adapte du mieux possible. Elle est assez résiliente, c'est un terme à la mode, mais elle est finalement assez résiliente. J'ai envie de dire que permet l'écriture d'un roman, parce que c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage. Tu as dit tout à l'heure, voilà, c'est un thriller administratif, c'est très joliment dit.
il y a quelques jours, on a parlé de ce livre comme étant du Bourdieu versus Mektoub, que j'ai noté parce que je trouvais cette expression incroyable. Que permet l'écriture d'un roman quand même pour critiquer ou pour dire des choses d'une société, en l'occurrence là de deux sociétés, puisque tu as la société marocaine et la société française. Elle permet ce que ne permet pas la sociologie, c'est-à-dire que l'écriture ce n'est pas une science, c'est-à-dire que c'est un fil qu'on déroule qui est le fil d'un destin individuel, c'est-à-dire que en sortant de ce livre on ne peut pas verser dans une généralité ou dire voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on vient de ce milieu-là. Moi, je n'avais pas du tout d'ambition sociologique, c'est pour ça que je disais Bourdieu versus le Mektoub, c'est juste une façon pour dire que c'est pas un livre de sociologie, quoi. Moi, je suis écrivaine, je me place de ce point de vue-là, et donc j'essaie simplement de raconter cette histoire de cette femme avec les outils qui sont ceux de la fiction, pas ceux de la sociologie. Les outils de la fiction, c'est la psychologie aussi, c'est quelque chose que ne permet pas la sociologie, c'est les émotions, c'est le fait de pleurer tout simplement, c'est le fait de se regarder dans un miroir et puis de se dire, voilà, j'en suis à ce niveau-là de ma vie, comment ça s'est passé pour moi, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Et donc rentrer dans ce rouage psychologique, c'est quelque chose que permet la fiction, que ne peut pas permettre par exemple le documentaire. Et donc c'est cette multiplicité, disons, des points de vue et des angles d'attaque que permet la fiction qui, moi, me séduisait. Et pourquoi un roman ? C'est parce que je trouve que c'est un exercice qui est infiniment plus fun pour moi que le documentaire ou la thèse sociologique, tout simplement, et qui me permet, moi, d'avoir des espaces et des îlots de liberté comme ça, où je peux travailler la langue, parce que moi, c'est ce qui m'amuse beaucoup. Et donc, ça doit aussi être un exercice plaisant pour celui qui le fait, quoi. Et donc moi c'était mon médium, c'est le roman. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire-là, et je pense pas que je l'aurais pris ce plaisir-là si je l'avais fait autrement. Tu avais écrit un travail très égoïste, oui. En fait. Oui, mais c'est bien, il faut savoir être égoïste quand on écrit, quand on est un artiste. Tu avais écrit un premier livre qui s'appelait À tort et à raison, dans une maison d'édition nettement plus confidentielle, donc il est un peu moins connu. Oui. À quel moment est né ce désir d'écrire, en fait ? On n'écrit pas seulement pour raconter des histoires, ça serait tellement facile, mais à quel moment ça a surgi ? Quel est ton parcours, en fait ? En fait, c'est une rencontre, tout simplement, comme souvent dans la vie. Donc, je suis montée à Paris quand j'avais 17 ans pour faire mes études, à Paris 1. Je connaissais personne à l'époque, et puis j'avais vu une affiche les premiers jours, disait atelier d'écriture tous les jeudis, animé par une romancière. Donc je suis arrivée au dernier étage de Tolbiac dans le 13e arrondissement, et puis j'ai ouvert la porte, et puis c'était Joël Guillet, à qui je dédie le livre, qui est en exergue. Donc cette romancière-là, c'est cette rencontre avec cette romancière-là qui m'a donné envie d'écrire en vérité, puisque j'allais aux ateliers toutes les semaines. Et donc on prenait un petit temps qui était d'1h30, 2h pour écrire des textes qu'elle nous invitait à écrire, avec alors soit elle prenait des incipits, soit c'était une photo, soit un atelier d'écriture classique. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, où est née en fait cette envie d'écriture. C'est grâce à elle, et puis c'est elle qui m'a encouragée, même en dehors de l'atelier. En fait, c'est noué une relation d'amitié avec cette romancière qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui malheureusement n'a pas lu ce livre, et j'aurais tant aimé qu'elle le lise, parce que en plus c'est vraiment ses thèmes de prédilection. Elle a beaucoup écrit sur les femmes et sur les luttes sociales, et donc c'était pour moi ça m'attriste beaucoup qu'elle n'ait pas pu le lire, mais voilà, je voulais lui rendre hommage, ne serait-ce que succinctement au début de ce livre, parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à écrire. Donc c'est vraiment cette rencontre-là qui m'a mise le pied à l'étrier, comme je dis Elle a bien fait de te faire monter sur le cheval. On est toujours pareil quand on lit un livre et qu'on le termine, même quand il nous traverse. Il y a quelques jours, on a rencontré des Tunisiens. Des Tunisiens t'ont dit, mais nous, Najat, elle nous fait aussi penser à des personnes de Tunisie. Moi, Najat, elle me fait penser à ma grand-mère maternelle qui a passé sa vie à me dire qu'elle avait fait des mauvais mariages et qu'elle n'avait pas réussi la vie qu'elle aurait voulu. Ou pas des mauvais mariages, mais des mauvaises rencontres. Et donc dans des contextes historiques et sociaux évidemment différents, dans la France des années 50, 60. Mais voilà, c'est vraiment... évidemment, ça n'est qu'un destin et ça n'est qu'un parcours. Elle ne peut pas devenir le parangon d'une femme. Mais c'est vrai qu'il y a chez elle quelque chose à la fois d'extrêmement attachant
alors qui est réussi par ton écriture, même si tu as un côté, en tant que narrateur omniscient, tu gardes une certaine distance aussi. C'est une autre question qu'on ne pose pas quand on est dans les rencontres littéraires, mais que j'aime bien poser sur les podcasts. C'est qui tes inspirations, hormis Joël Guillet? Est-ce qu'il y a d'autres écrivains? Ou est-ce que dans l'écriture, il y a d'autres choses qui interviennent? C'est-à-dire des films ou de la musique ou d'autres artistes qui te permettent d'élaborer ton univers, d'écrire. Tu as déjà un style très appuyé, en fait. En fait, tout à l'heure, c'est une question qui rejoint celle d'avant, quand tu me disais comment tu arrivé à l'écriture. En fait, avant Joël Guillet, il y a une autre rencontre qui est virtuelle, celle-ci, puisque c'était avec Céline. En fait, moi, avant, je lisais pas du tout. Jusqu'à mes 16-17 ans, je détestais lire, je n'aimais pas les livres. Et puis, quand j'étais en première, je devais préparer mon bac de français et je voulais pas du tout faire ça. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je suis allée voir un bouquiniste. Pour ceux qui connaissent, un bouquiniste très connu de Rabat. Non, c'est le bouquiniste Sheila. Celui de Rabat qui est sur juste à côté du lycée Descartes, sur la rue c'est un autre. Ouais, on le connaît, un bouquiniste historique. Complètement. Et en fait, d'une certaine façon, je lui dois Najat, en vérité, parce que c'est lui. Donc je vais le voir et je dis, est-ce que vous pouvez me donner le livre? Vous me passerez le terme le plus chiant que vous ayez, le plus compact, le plus long à lire. Et il me sort d'une pile de bouquins qui avaient tous des tranches pas possibles, complètement déchiquetées, tout ça. Il me tend une édition de poche du Voyage au bout de la nuit. On lisait rien, on n'arrivait même pas à voir la couverture. Le truc était en lambeaux, que j'ai payé, je sais pas, 15-17 dirhams, quoi. Puis je rentre chez moi, et puis j'ai tellement pas envie de préparer le bac que je me mets à lire ce livre. Et là, ça a été vraiment une claque, parce que... Oui, Céline, pour commencer, c'est une bonne claque, ouais. Tous les livres que je lisais, qui faisaient partie du programme scolaire, j'ai jamais vraiment adhéré. Et là, j'ai commencé à lire, et en fait, j'ai aperçu... C'était même pas tant d'histoire, parce que moi, j'avais 16 ans. Voilà, on est dans les années 30. Il faut pouvoir se projeter. 132, je suis pas du tout dans... Mais j'ai perçu la jubilation, l'espèce de fièvre qu'il pouvait y avoir à écrire. Et en fait, en lisant ce texte-là, je me suis dit, écrire, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ça peut être un exercice où on prend son pied. Parce que moi, j'avais l'impression de lire quelqu'un qui s'était amusé, qui avait été gagné à un moment donné par une espèce de fièvre comme ça, qui se ressent dans sa façon d'écrire, qui est très jubilatoire, et à écrire et à lire. Et donc, c'est lui qui vraiment, pour le coup, a planté cette graine avant même cette rencontre avec la romancière. Et c'est la première fois que je me suis dit, peut-être que écrire, ça peut vraiment être cool. Et ton bac de français? Et mon bac de français, moyen. Moyen, mais c'était pas... Tu avais qui à étudier? Parce que c'est pas toujours facile. Je crois que j'étais tombée en bac de français à l'oral, c'est sur le Tartuffe. Ah ouais, il faut dire que c'est pas facile. Moi, j'étais tombée sur Voltaire et c'était pas drôle non plus. Le Candide m'a traumatisée. Pourtant, j'étais très bonne en français. J'étais nulle. Toi, t'étais nulle. Oui, j'étais vraiment écoute, ça se voit pas du tout. Donc c'est d'autant mieux. C'est vraiment pour dire que si des gens nous écoutent et qui se disent moi, le français, la philo, ça n'a pas été mon truc. Moi, je fais vraiment l'exemple de... J'avais 8, 9 en philo. Le français, ça m'intéressait pas trop. J'étais vraiment beaucoup plus douée dans les matières scientifiques. Et pourtant, je suis devenue journaliste, j'ai écrit des bouquins. Donc, voilà, ne perdez pas espoir, ça ne veut absolument rien dire. Non, il n'y a pas de déterminisme si appuyé que ça. Il y a aussi une grande part d'épiphanie dans la vie. Oui, j'aime bien ce mot, c'en est une en fait. On a encore quelques minutes. 3, voilà. J'ai Franck qui me fait des gestes. Vous ne le voyez pas, mais moi, oui. Je voulais vraiment te remercier pour ce texte parce que je le clôture un peu en disant que c'est un des rares textes, je trouve, qui va droit au but dans son sujet. Tu ne prends pas ce qu'on appelle d'habitude la tangente ou la route des faux-semblants. Et moi, j'ai pris plus qu'un plaisir. C'est-à-dire, je l'ai lu 3 fois, ton livre. D'abord, quand tu m'as si gentiment envoyé ton exemplaire dédicacé. Et puis, je l'ai relu quelques temps après pour pouvoir me décider à t'inviter. Et ensuite, je l'ai relu avant de faire la présentation. Et à chaque fois... Najat, elle est vraiment traitée quand même comme un personnage central d'une certaine modernité aussi, parce que le Maroc aussi est en train de basculer dans quelque chose au moment où tu écris, enfin au moment du roman, pas maintenant au moment où je parle, mais au moment du roman, il y a aussi une bascule. C'est aussi le départ d'un roi, le remplacement d'un autre roi. Donc il y a quelque chose qui est souvent de l'ordre de la relation au père,
D'ailleurs, il y a un père qui est très important dans Najat, on n'en a pas parlé auparavant. Mais voilà, il y a vraiment une relation, c'est une femme, mais les relations avec les hommes qui sont autour d'elle sont aussi très décrites, très marquées. Tu passes beaucoup de temps à décrire la psychologie de Najat, mais pas seulement, à décrire aussi la psychologie des autres personnages. Et c'est vrai que je trouve ce roman très mature. Tu es encore une jeune femme, hein, je peux te le dire, parce que je te vois et malheureusement je suis un tout petit peu plus âgée, mais voilà, c'est très mature et on a envie d'un autre texte, quel qu'il soit. Ça peut être le roman puisque tu jubiles à écrire des romans, mais ça pourrait aussi être autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres textes prévus? Est-ce que tu es en train d'écrire? Et on clôturera sur cette belle réponse. Alors, je suis pas encore en train d'écrire, mais j'ai une idée. C'est vraiment un texte on est vraiment dans la genèse. Donc j'y réfléchis encore. Mais a priori, je vais écrire un fait divers. Bon, ben voilà qui va nous remonter le moral. Alors, d'ici le fait divers, on écrit souvent sur des faits divers. Fait divers, c'est la réalité parfois tellement plus romanesque que le fictif. Mais en attendant ce fait divers, je vous invite à lire ou relire Najat ou la survie de Rania Berada aux éditions Belfond. Merci Rania. Merci Stéphanie pour l'invitation.